Dans un petit village rural niché au creux des collines, l'air était toujours empli d'une odeur de terre humide et de feu de bois. Les maisons étaient simples, construites en bois et en pierre, et les toits de chaume donnaient au village un aspect ancien et intemporel. Le soleil, à l'aube et au crépuscule, projetait des ombres longues et mystérieuses sur les rues pavées, et les bruits de la nature se mêlaient à ceux des activités humaines pour créer une symphonie constante et familière. Le village était entouré de forêts denses et de champs verdoyants, et au nord, à l'orée du bois, se trouvait un vieux cimetière. Ce cimetière était un lieu que les villageois évitaient à tout prix une fois la nuit tombée. Les tombes, vieilles de plusieurs siècles pour certaines, étaient recouvertes de mousse et de lierre, et les pierres tombales, souvent inclinées ou brisées, portaient des inscriptions à peine lisibles. Un vieux chêne se dressait au centre, ses branches noueuses semblant veiller sur les âmes qui y reposaient. Marie, une jeune femme d'une trentaine d'années, était veuve depuis peu. Son mari, Jean, était mort subitement, laissant Marie seule avec son chagrin et ses souvenirs. Elle habitait une petite maison en bordure du village, non loin du cimetière. Marie était une femme discrète, aux cheveux bruns et aux yeux verts, dont la gentillesse était reconnue de tous, mais depuis la mort de Jean, elle était devenue plus réservée, préférant la solitude. Les villageois parlaient souvent de Marie, mais ces derniers temps, les conversations étaient teintées d'inquiétude et de suspicion. Depuis quelques semaines, certains avaient remarqué des comportements étranges chez elle. Elle sortait souvent la nuit, se dirigeant vers le cimetière avec une lanterne à la main. Les enfants, curieux et aventureux, s'amusaient à la suivre de loin, murmurant des histoires de fantômes et de sorcellerie. Un soir, alors que le soleil se couchait, 3 enfants, Pierre, Luc et Annette, décidèrent de suivre Marie pour découvrir ce qu'elle faisait au cimetière. Ils se faufilaient discrètement à travers les arbres, leurs petits cœurs battant la chamade à chaque craquement de branches sous leurs pieds. Ils virent Marie s'agenouiller près d'une vieille fontaine en pierre, située non loin des tombes. Elle plongea un seau dans l'eau noire, après quelques instants, se leva et se dirigea vers sa maison. Les enfants retournèrent au village, leurs esprits emplis de questions et d'hypothèses. Pierre, le plus courageux, courut vers la place du village où les adultes étaient rassemblés. « J'ai vu Marie », cria-t-il, essoufflé. Elle puise de l'eau du cimetière, les villageois, d'abord sceptiques, se réunirent en petits groupes pour discuter de cette nouvelle. L'idée d'utiliser de l'eau du cimetière pour quelque chose d'aussi banal que la cuisine était troublante, voire macabre. Certains suggéraient qu'elle devait avoir une raison valable, d'autres murmuraient des accusations de sorcellerie et de rituels païens. Le soir même, un conseil de village fut convoqué. Les anciens, figures respectées et écoutées, prirent la parole. « Nous ne pouvons pas ignorer ce que les enfants ont vu, » dit le maire, un homme d'âge mûr à la barbe grisonnante. « Nous devons découvrir la vérité. » Un groupe de volontaires fut désigné pour surveiller Marie et comprendre ce qu'elle faisait réellement. Parmi eux se trouvait Jacques, un ami de longue date de Jean et de Marie, qui était convaincu que quelque chose de plus profond se cachait derrière ces actions apparemment inquiétantes. La nuit suivante, sous un ciel étoilé, Jacques et les autres volontaires se cachèrent près du cimetière, attendant l'arrivée de Marie. Le silence était oppressant, seulement rompu par les cris occasionnels d'un hibou ou le bruissement des feuilles. Finalement, Marie apparut, sa lanterne projetant une lumière vacillante et fantomatique sur les pierres tombales. Ils la virent répéter son rituel, puis la suivirent discrètement jusqu'à sa maison. Là, à travers la fenêtre, ils observèrent Marie verser l'eau du cimetière dans une grande marmite sur le feu. Elle semblait murmurer des incantations ou des prières, ses gestes précis et répétitifs. Le soleil s'était à peine levé que déjà, la place du village était en ébullition. Les enfants, toujours avides de sensations fortes et de commérage, avaient répandu la nouvelle comme une traînée de poudre. Les adultes, préoccupés et curieux, formaient des petits groupes pour discuter des révélations de la veille. « C'est insensé », s'exclama Marguerite, la femme du boulanger, en secouant la tête. « Utiliser de l'eau du cimetière pour cuisiner ? Qui sait quels esprits peuvent se cacher là-dedans ? » « C'est peut-être de la sorcellerie », murmura Étienne, un fermier robuste avec des mains calleuses. « Je savais bien qu'elle n'était pas nette, cette Marie. » Jacques, l'ami de longue date de Jean et de Marie, écoutait en silence. Contrairement aux autres, il refusait de croire que Marie puisse faire quelque chose de mal intentionné. « Nous devrions lui parler, dit-il finalement.
Avant de tirer des conclusions hâtives, nous devons comprendre pourquoi elle fait cela. Le maire, un homme d'âge mûr et respecté, prit la parole. Jacques a raison. Nous ne pouvons pas accuser Marie sans avoir toutes les informations. Nous devons enquêter plus avant. Ainsi, il fut décidé qu'un groupe se rendrait chez Marie pour lui demander des explications. Jacques, accompagné de Marguerite, Étienne et quelques autres villageois, se mit en route vers la petite maison en bordure du village. Marie les attendait sur le pas de sa porte, son visage marqué par la fatigue mais aussi par une résolution tranquille. Elle les invita à entrer, et après quelques moments d'hésitation, les villageois acceptèrent. La petite maison était modeste mais chaleureuse, avec des meubles simples et des herbes séchant au-dessus du foyer. « Marie, » commença Jacques doucement, « nous savons ce que tu fais la nuit au cimetière. Les enfants t'ont vu, et maintenant tout le village parle. Nous avons besoin de comprendre pourquoi tu utilises cette eau. » Marie soupira et s'assit près du feu. Elle regarda chacun d'eux dans les yeux avant de commencer son récit. « Je savais que ce jour viendrait, » dit-elle enfin. « Je savais que mes actions finiraient par attirer l'attention. Mais sachez que tout ce que je fais est pour protéger le village. » Elle se leva et alla chercher un vieux livre relié de cuir, ses pages jaunies par le temps. « Ce livre appartenait à ma grand-mère, » expliqua-t-elle. « Il contient des histoires et des traditions transmises de génération en génération. L'une de ces histoires parle d'une malédiction ancienne. » Les villageois se penchèrent en avant, captivés par ces paroles. « Il y a longtemps, une terrible maladie s'est abattue sur notre village, » continua Marie. « Les gens mouraient par dizaines, et rien ne semblait pouvoir arrêter cette épidémie. Jusqu'à ce que ma grand-mère découvre un rituel de purification impliquant l'eau du cimetière. » Marie tourna les pages du livre jusqu'à ce qu'elle trouve une illustration de la fontaine du cimetière, entourée de symboles et de notes en marge. Selon ce rituel, l'eau du cimetière, mélangée à certaines herbes, possède des propriétés curatives. C'est ce qui a sauvé notre village autrefois, et c'est ce que je fais maintenant pour nous protéger. Les villageois échangèrent des regards inquiets mais intrigués. « Comment savons-nous que cela fonctionne toujours ?» demanda Étienne. « N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos histoires. » Et nous ne pouvons pas le savoir avec certitude, admit Marie. Mais je ne peux pas ignorer les signes. Depuis la mort de Jean, j'ai ressenti une présence, un avertissement. Je ne fais que suivre les traditions de mes ancêtres pour protéger notre communauté. Les paroles de Marie plongèrent le groupe dans une réflexion silencieuse. Jacques, sentant l'inquiétude parmi les villageois, décida de prendre les devants. Nous devons vérifier si les récits de Marie sont vrais, proposa-t-il. Si ce rituel existe vraiment, il doit y avoir des traces dans nos archives. Le groupe acquiesça, et il fut décidé qu'il se rendrait à la vieille bibliothèque du village, un bâtiment ancien et poussiéreux qui renfermait des livres et des manuscrits remontant à plusieurs siècles. Jacques et Marguerite furent chargés de fouiller les archives, tandis que les autres retournaient à leurs occupations quotidiennes. La bibliothèque était un lieu sombre, empli de l'odeur des vieux livres et du bois vieilli. Les rayons croulaient sous le poids des volumes, et le silence n'était interrompu que par le froissement des pages et les pas feutrés des deux chercheurs. Jacques et Marguerite passèrent des heures à parcourir les registres, cherchant des indices sur l'épidémie et le rituel mentionné par Marie. Finalement, dans un vieux journal de bord tenu par un ancien médecin du village, ils trouvèrent une mention de l'épidémie. Les pages décrivaient les souffrances des villageois et les tentatives désespérées pour trouver un remède. Dites-nous en commentaire de quel pays vous nous suivez. Et là, parmi les lignes, ils découvrirent une référence à un « rituel de l'eau sacrée », pratiqué au cimetière sous la direction d'une femme que le médecin appelait « la guérisseuse du village ». Jacques et Marguerite retournèrent au village avec ces nouvelles informations. Lors du conseil de village, ils présentèrent leur découverte. « Il semble que Marie ait dit la vérité », déclara Jacques. Ce rituel a été pratiqué autrefois pour sauver notre village d'une terrible maladie. Les murmures s'élevèrent parmi les villageois, certains toujours sceptiques, d'autres commençant à voir Marie sous un nouveau jour. « Si ce rituel est réel, » dit le maire, « alors nous devons le respecter. Mais nous devons aussi comprendre pourquoi il est nécessaire maintenant. » Marie, qui avait été invitée à assister à la réunion, se leva et parla de sa conviction profonde que la malédiction était de retour.
Je sais que cela peut sembler fou, dit-elle, mais je ressens une présence, une menace qui plane sur nous. Je ne fais que suivre les traditions de mes ancêtres pour nous protéger. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Les villageois, bien qu'encore divisés, commencèrent à prendre les avertissements de Marie plus au sérieux. Certains apportèrent des offrandes au cimetière, espérant apaiser les esprits, tandis que d'autres priaient pour la protection de leur famille. Un soir, alors que la lune était pleine, un événement étrange se produisit. Une brume épaisse et inhabituelle enveloppa le village, et les animaux, habituellement calmes, devinrent agités. Les villageois, réveillés par les bruits et l'atmosphère oppressante, sortirent de leur maison et se dirigèrent instinctivement vers la place du village. Marie était déjà là, sa lanterne à la main. « C'est la malédiction », dit-elle d'une voix grave. Elle est de retour. Jacques, toujours aux côtés de Marie, sentit une présence étrange et inquiétante dans l'air. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-il. Marie regarda le groupe de villageois, leurs visages empreints de peur et de confusion. « Nous devons accomplir le rituel ensemble, déclara-t-elle. Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons repousser cette menace. Elle expliqua les étapes du rituel, et les villageois, bien que réticents au début, finirent par accepter. Ils se dirigèrent en procession vers le cimetière, portant des bougies et des herbes sacrées. Autour de la fontaine, sous le vieux chêne, ils formèrent un cercle et commencèrent les incantations sous la direction de Marie. La brume semblait se resserrer autour d'eux, et des ombres dansaient aux limites de leur vision. Mais peu à peu, alors que les chants s'élevaient et que l'eau sacrée était versée sur les pierres tombales, une sensation de paix et de sérénité remplaça la peur. La brume se dissipa, et les villageois sentirent un poids se lever de leurs épaules. Le lendemain matin, le village se réveilla avec un sentiment de renouveau. Les événements de la nuit avaient laissé une impression indélébile sur chacun, et la perception de Marie avait changé. Elle n'était plus vue comme une étrange veuve, mais comme une gardienne des traditions et une protectrice du village. Le maire, reconnaissant l'importance de ce qu'ils avaient accompli ensemble, proposa de célébrer un jour annuel en l'honneur de ce rituel, pour rappeler aux générations futures l'importance de leur héritage et de la protection communautaire. Les villageois acceptèrent avec enthousiasme, et une nouvelle fête fut instaurée. Marie, bien que toujours modeste et discrète, devint une figure respectée et consultée. Les gens venaient la voir pour des conseils, et elle continuait de préparer ses remèdes et ses potions, mais cette fois avec le soutien et la gratitude de la communauté. Avec le temps, les rumeurs et les superstitions autour de Marie s'estompèrent. Les enfants, autrefois effrayés par ses escapades nocturnes, l'approchaient maintenant avec curiosité et respect. Marie leur racontait des histoires anciennes et leur apprenait les secrets des plantes médicinales et des traditions du village. Les villageois intégrèrent les enseignements de Marie dans leur vie quotidienne. Le cimetière, autrefois évité et craint, devint un lieu de recueillement et de mémoire. Les offrandes et les rituels de purification furent régulièrement pratiqués, renforçant le lien entre les vivants et les morts, et entre le passé et le présent. La communauté, unie par cette expérience, devint plus forte et plus solidaire. Les anciennes querelles et les divisions s'estompèrent, remplacées par un esprit de coopération et de compréhension mutuelle. Le village prospéra, et les traditions, autrefois menacées d'oubli, retrouvèrent une nouvelle vie. Des années plus tard, alors que Marie vieillissait, elle continuait de veiller sur le village avec le même dévouement. Le jour de la fête annuelle, elle était toujours au centre des célébrations, guidant les rituels et racontant les histoires de ses ancêtres. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les villageois se rassemblaient autour du feu de joie, Marie se tenait à l'écart, observant avec un sourire tranquille. Jacques, désormais un homme âgé lui aussi, s'approcha et posa une main amicale sur son épaule. « Tu as fait tellement pour nous, Marie, dit-il. Et nous ne l'oublierons jamais. » Marie hocha la tête, les yeux brillants de larmes. « C'est le village qui m'a sauvée, » répondit-elle. « Ensemble, nous avons trouvé la force de surmonter nos peurs et de nous protéger mutuellement. » Alors que les chants s'élevaient dans la nuit étoilée et que les flammes dansaient, le village, sous la protection de ses traditions et de son histoire, continuait de prospérer, uni par les liens indéfectibles de la mémoire et de la communauté.